La Côte-Nord, c'est une région du Québec avec moins de 90 000 habitants pour un territoire grand comme la moitié de la France. Et pourtant, elle produit 35% de l'électricité du Québec, de quoi alimenter plus de 3 millions de personnes. J'ai habité la région pendant 3 ans, mais je n'étais jamais allé jusqu'à la fin de la route ni visité les constructions historiques comme Manic 5. Alors cette fois, moi qui ai toujours voulu voir d'où venait vraiment notre énergie, j'ai pris la route, toute la route. Le voyage depuis la ville de Québec commence par la route 138 qui est coupée par le fjord du Saguenay. Il n'y a pas de pont, il faut donc prendre un traversier gratuit. En débarquant de l'autre côté à Tadoussac, on rentre officiellement dans la Côte-Nord. Ici, le réseau routier se simplifie d'un coup. Il y a une seule route principale, peu de sorties, peu de villages, des kilomètres de forêt, des zones blanches sans réseau cellulaire, de la roche et des rivières. C'est une autre échelle et une autre réalité. Premier arrêt à Forestville, l'occasion d'acheter quelques provisions pour la route pendant que je recharge un peu ma voiture. Une bouffe un peu décevante, mais pas cher. Ensuite, c'est direction Bécomo pour faire le dernier plein avant d'attaquer la route 389. 210 km sans essence jusqu'à Manic 5. Mais avant, arrêtons-nous à Manic 2 au kilomètre 20. Dans les années 60, Hydro-Québec lance un pari audacieux. Électrifier massivement le Québec grâce à des barrages construits loin des grands centres. Le barrage Manic 2 et la centrale Jean-Lesage sera la première installation terminée du complexe Manicoutarde sur la rivière Manicouagan. Elle a été construite en seulement 3 ans et mise en service en 1965. Ces 8 groupes turbo-alternateurs développent une puissance de 1229 MW, suffisamment pour alimenter une ville de plus de 250 000 habitants et reste aujourd'hui une pièce maîtresse du réseau électrique québécois. Bah c'est pas tous les jours qu'on peut dire qu'on est dans une turbine. En vrai c'est classe. Mais il faut un coup de génie pour acheminer cette énergie sur les centaines de kilomètres jusqu'à Montréal. C'est là qu'un ingénieur québécois, Jean-Jacques Archambault, propose l'impensable, des lignes à 735 kV. La première mise en service se fera en même temps que Manic 2 en 1965, une première mondiale et une grande fierté pour les Québécois. Malheureusement, il est interdit de filmer pendant la visite des installations, on se contentera du centre d'exposition pour les images. Après la visite de Manic 2, je continue sur la route 389. J'ai essayé de faire un détour par Manic 3, une centrale en souterrain, mais elle est complètement fermée au public. Et pour ceux qui se demandent où se trouve Manic 4, eh bien ça n'existe pas, car l'emplacement final choisi pour Manic 3 génère autant que ce qui était prévu pour les 2 barrages. Mais pas loin de là se trouve le poste Miquois au kilomètre 94 de la route 389. Je me trouve au cœur d'un gigantesque carrefour électrique. C'est ici que les lignes de 315 kV, venues directement de Manic 5 et Manic 3, sont transformées à 735 kV, prêtes à descendre vers le sud-ouest. Plus bas sur la côte, l'électricité produite par les autres centrales de la Manicouagan et des Outardes rejoignent aussi ce corridor, après avoir transité par d'autres installations comme le poste Manicouagan ou le poste aux Outardes. Toute cette énergie converge ici, prête à traverser le Québec pour alimenter Montréal et même les États-Unis. À partir d'ici, c'est la forêt, les lacs et parfois des rencontres inattendues. Dans cette situation, on fait quoi? La route reste sinueuse et isolée, même aujourd'hui. Mais à l'époque des chantiers, ce n'était qu'une piste de gravier. Après encore une centaine de kilomètres dans la forêt, j'arrive finalement au motel de l'énergie, au kilomètre 212. C'est le seul endroit vraiment pour passer la nuit dans ce secteur isolé, et c'est parfait pour marquer une pause avant d'attaquer Manic 5. PTD, ça veut dire quoi ça, interdiction de router? Si seulement je pouvais router là. Et du coup demain on va visiter Manic 5. Avant d'entrer dans la visite guidée, ma caméra capte ma réaction à chaud lorsque j'arrive au kilomètre 214 et que le barrage Daniel Johnson se révèle devant moi. Attends, je suis en train de voir juste un petit peu. Oh la vache, c'est gigantesque. Je continue la route, passant tout près d'un des plots du barrage, la tête renversée vers le ciel. On se rend pas compte d'à quel point c'est grand. Wouah, là je suis juste au pied d'un pilier quoi. Je poursuis en roulant sur l'évacuateur de crue jusqu'à la fin de la route asphaltée de la 389 avant de faire demi-tour. Je remarque aussi 2 tours qui sont les cheminées d'équilibre qui permettent d'éviter les coups de bélier qui endommageraient les conduites à l'arrêt d'un groupe turbo-alternateur.
Puis commence la visite guidée proprement dite, d'abord par la centrale Manic 5 et ses 8 groupes turbo-alternateurs qui ensemble fournissent une puissance de 1596 MW. Malheureusement, on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur de la centrale. Le bus nous a ensuite amené à la voûte 7-8 où se trouve un des boucliers thermiques. C'est pas possible de se rendre compte de la grandeur de ce truc. Ce bouclier thermique, au pied de la voûte, est en fait une immense pompe à chaleur qui permet de garder le côté exposé à l'air à la même température que l'eau qui est de l'autre côté du barrage, afin d'éviter 99% des formations de micro-fissures. Ensuite, on se retrouve dans la voûte principale. C'est juste immense. Elle fait 162 mètres de large et 165 mètres de haut. C'est gigantesque. Le bus nous a ensuite amenés sur le dessus du barrage, et là on comprend mieux l'immensité du réservoir Manicouagan et la prouesse technique réalisée. Surtout quand on se rappelle que le chantier de Manic 5 débute en 59. La première coulée de béton se fera en 62 et très vite le projet devient vitrine du savoir-faire québécois. Sa construction est retransmise en direct à l'Expo 67 pour montrer au monde entier la capacité d'Hydro-Québec à dompter les rivières. La construction du barrage Daniel Johnson se termine en 1968. Avec ses 214 mètres de haut et 1,3 km de long, c'est le plus grand barrage à contreforts et voûtes multiples du monde. En souterrain se trouve une seconde centrale, Manic 5 PA, construite dans les années 80, qui rajoute 1064 MW supplémentaires en utilisant le même barrage. Au total, les deux centrales atteignent 2660 MW, faisant de ce complexe l'un des plus puissants d'Hydro-Québec. La visite terminée, il est temps de reprendre la longue route vers Bécomo. Mais à peine reparti, je croise un troupeau de 24 Mustangs, en file sous la pluie. En même temps, je comprends, la route est sympa, mais aujourd'hui, je suis pas sûr qu'ils profitent tant que ça. Le reste du retour sur la 389 se fait sans événement particulier, sous une pluie persistante mais supportable. Avant de reprendre la 138 vers l'est en direction de Sept-Îles, je décide de faire un petit détour vers l'ouest pour aller voir Manic 1, la plus en aval du complexe, mise en service en 1966. Cette centrale fonctionne au fil de l'eau, sans grand réservoir, et développe une puissance plus modeste de 184 MW. Elle n'est pas à visiter malheureusement. Je reprends ensuite la route 138 direction Sept-Îles. Au kilomètre 972 de la 138, je passe au-dessus du barrage qui alimente les centrales de Sainte-Marguerite 1, 1A et 2 qui produisent ensemble environ 852 MW. Puis pour clore la deuxième journée, j'arrive à Sept-Îles au kilomètre 1000 de la 138, qui est la ville où j'habitais 3 ans. Troisième jour, changement de programme. Pas de centrale au menu cette fois, mais un autre défi, atteindre Kegaska, la fin officielle de la route 138. Après ça, plus rien. Seuls les bateaux continuent vers la basse côte nord. Mais bon, je vois bien que même si c'est la fin de la 138, la route continue, et j'arrive à la vraie fin de cette route avant de faire demi-tour pour prendre une photo de touriste. Je ne pouvais pas rester sur ma faim, alors j'ai continué vers l'autre côté, avant d'arriver encore une fois à l'autre fin de la route, avant de faire demi-tour devant l'aéroport de Kegaska, puis reprendre la 138 pour retourner à cette île. La troisième journée sera la plus longue avec 859 km aller-retour. Et malgré le fait que j'habitais 3 ans sur la côte nord, je n'étais jamais arrivé jusqu'au bout de cette route, mais c'est maintenant chose faite. Quatrième et dernier jour, direction un chantier bien plus récent d'Hydro-Québec. Je pars en direction du complexe de la Romaine qui a commencé sa construction en 2009 et terminé en 2022. Contrairement à Manic 2 et Manic 5, la visite ne commence pas vraiment proche des installations. Donc on est à Havre-Saint-Pierre. Donc là je suis à la marina parce que la visite elle va commencer dans ce bâtiment là. Il y a de la brume, ça fait un peu Silent Hill, mais très joli. On dirait un peu cette île avec des îles plus proches. Voilà, autobus électrique. Voilà la centrale. Après environ 36 km sur la 389, on prend la route de la Romaine. Elle va jusqu'à la centrale de la Romaine 4 qui est à 150 km de la route 138.
Mais aujourd'hui, on s'arrêtera au kilomètre 10 où se trouve la Romaine 1, mise en service en 2015. Étant la plus en aval sur la rivière Romaine, la centrale est modeste avec seulement 2 groupes pour un total de 270 MW. Mais l'ensemble du complexe de la Romaine avec ses 4 centrales développe 1550 MW. La centrale est bien plus moderne que les Manic, même si elles utilisent toutes des turbines Francis malgré les 50 ans d'écart entre les projets. D'ailleurs, ça ressemble à un gros turbo, c'est rigolo. On débarque du bus pour marcher sur le barrage et approcher l'évacuateur de crue. Même si ce n'est pas la plus grosse centrale du complexe, c'est celle où l'on peut déverser le plus grand débit, jusqu'à 3100 m3 par seconde. On remonte dans le bus, on fait un petit détour par le poste de départ des lignes à 315 kV. Puis on prend le temps d'observer le canal d'amener vers la centrale, où l'on voit d'ailleurs du bois qui flotte. Et fin de la visite. On reprend la route 138 pour rentrer à nouveau à cette île. Mais avant même de quitter Havre-Saint-Pierre, j'ai eu le droit à un petit spectacle. Ce train relie la ville à une mine de fer de titane. Il devait ramener des travailleurs à la fin de leur service. Bon, j'avoue que j'avais vu déjà ce pont 3 fois en 2 jours et il m'intriguait. J'ai donc décidé de faire le malin et de le traverser avant de réaliser qu'il ne rejoignait pas la route de l'autre côté. Mais avant de terminer cette aventure, je me suis souvenu d'avoir vu une pancarte qui annonçait l'emplacement d'une autre centrale. Il s'agit de la centrale de McPhy, qui a été initialement construite en 58 avec une puissance de seulement 2 MW avant d'être déconnectée du réseau dans les années 80. Hydro-Méga a réhabilité la centrale à 40,6 MW et l'a reconnectée au réseau en 2007 pour revendre sa production à Hydro-Québec. Bon, toute l'installation est sous bâche, mais il y a des infos ici. Donc voici une turbine. Ça va pas l'air d'être une turbine Francis ici. Ouais, clairement c'est l'alternateur. Alors c'est bizarre comment c'est fait, c'est complètement différent des centrales Manic et romaines. Donc ça c'est beaucoup plus vieux comme technologie. Et enfin, on rentre à cette île sous un temps pluvieux, ce qui marque la fin de notre aventure. Ce voyage m'a vraiment marqué. J'ai pu explorer 2 époques fascinantes, les pionniers des années 60 avec les Manic et la modernité des années 2010 avec la Romaine. Mais il manque encore un chapitre, les grands chantiers des années 80, notamment la Grande à la baie James. J'aimerais un jour pouvoir vous amener là-bas pour compléter cette histoire des géantes installations de Hydro-Québec. Des installations encore plus colossales qui représentent le summum de l'ingénierie hydroélectrique québécoise. J'espère que ce voyage vous a plu et merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de la Côte-Nord.